Enregistre du coup. Alors bonjour à tous. Pour présenter Together, Together c'est un média, comme vous pouvez le savoir, et un réseau au service des réceptifs. Et voilà, nous nous engageons dans une nouvelle dynamique de sensibiliser les membres à l'éco-entrepreneuriat dans le tourisme face à tous ces nouveaux enjeux environnementaux. Allez, je te donne la parole, Olivier. Bon webinaire à tous. Merci Agathe. Donc moi je suis Olivier, je travaille pour Aurora Travel. Donc c'est un réceptif pour le Vietnam. On fait aussi Cambodge, Laos, la Birmanie et la Thaïlande. Mais aujourd'hui je vais présenter le Vietnam. Aussi pour Together, on travaille surtout pour le Vietnam. Donc je vis en Vietnam déjà depuis 6 ans, toujours dans le tourisme. Mais pas pendant la pandémie. Pendant la pandémie, j'ai dû essayer des autres choses. Et je suis de retour maintenant dans le tourisme depuis 6 mois. Donc, le Vietnam est de nouveau ouvert depuis mars ou bien avril cette année. Et puis, depuis là, je travaille de nouveau dans le tourisme. Donc, aujourd'hui, je vais parler 30-40 minutes, peut-être 40 minutes. Je vais présenter dans le Vietnam en général. Je vais un petit peu introduire aussi l'entreprise de Aurora. Et puis après, on a 3 thèmes quand même aussi grands. C'est la nature en Vietnam. Donc, le Vietnam est très divers. Il y a beaucoup des endroits spéciaux en Vietnam que je vais présenter. Et aussi des lodges, hébergements atypiques et les 54 groupes ethniques qu'il y a en Vietnam. Donc, le Vietnam est quand même très diversifié. Donc, à cause de ça, ça pourrait être un petit peu beaucoup d'informations pour vous. Donc, s'il y a des questions que vous avez, vous pouvez toujours le laisser dans les commentaires, vous pouvez l'écrire. Et puis après, à la fin, je peux les répondre. Oui, donc on peut commencer. Moi, je viens de la Suisse, donc je suis mon origine est du Jura suisse. Donc, je parle aussi français et je comprends tout, mais peut-être vous pouvez aussi entendre que j'ai un accent allemand, parce qu'en Suisse, on parle des autres langues aussi. Et puis, donc, je fais aussi le département allemand. À cause de ça, mon français n'est pas parfait, mais j'espère que vous comprenez tout. Donc, un petit peu de Aurora comme réceptif. Donc, nous, on existe depuis 19 ans. On est réceptif depuis 19 ans. Moi, je suis à Saigon, mais le siège social, c'est à Hanoï, où on a 60 personnes. On a 3 bureaux en Vietnam, donc à Hanoï, à Hue et puis à Saigon. On a aussi des bureaux en Cambodge et Laos, et la propriétaire, elle est vietnamienne, mais elle habite en Thaïlande, donc on fait aussi la Thaïlande. Et puis la Birmanie, elle est maintenant elle est toujours encore un petit peu fermée, donc on ne fait pas encore la Birmanie, mais normalement on le ferait. Le département francophone, c'est pas le plus grand département qu'on a. Le plus grand département qu'on a, c'est le département espagnol. Mais dans le département francophone, ça devient de plus en plus grand. Donc maintenant, on a environ 5 personnes qui travaillent pour le département francophone. Il y a moi, qui s'occupe surtout pour le business development, account management. Donc moi, je suis allé au top pressa il y a un mois. Après, il y a Nhi, qui a travaillé 20 ans pour Phoenix, qui s'occupe de surtout FIT. Et puis après, il y a encore Nyum, qui est la directrice commerciale dans l'équipe pour tous les marchés. Il y a Tien, qui est le chef de la production. Donc, lui, il était très important pendant la pandémie, parce que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de changements dans les pays. Donc, lui, il a travaillé toujours pendant la pandémie pour vérifier que les hôtels existent toujours encore et comme ça. Et il y a Hao, elle est comme la star de l'équipe, parce qu'elle est vraiment très bien. Elle a beaucoup d'expérience chez deux autres réceptifs. Donc, en général, Aurora, on est un petit peu différent que les autres réceptifs, parce qu'on est, après la pandémie, en fait, on est plus grand maintenant qu'avant la pandémie. Le marché maintenant, ils ont toujours, les autres réceptifs, ils ont normalement toujours encore beaucoup de problèmes. Ils sont environ à 15% des chiffres si on le compare avec avant la pandémie. Nous, on est à 50%. Donc, à cause de ça, nous, on a quand même une bonne équipe déjà, et on est toujours prêt pour des demandes, pour une production et tout ça.
Donc, ça, c'est l'équipe à Hanoï. On a 70 personnes en total maintenant. Donc, oui, ça, c'est beaucoup. J'ai écrit beaucoup ici, mais à la fin, ça que je veux dire est qu'on est quand même stable. On n'est pas comme les autres réceptifs qui ont encore 25% de l'équipe maintenant. Si on en compare avec avant la pandémie, il y en a qui ont eu 250 personnes avant la pandémie et puis maintenant, ils ont seulement 40 personnes. Mais nous, on était toujours environnement comme maintenant. Donc, on n'a pas commencé à 0% maintenant. On fait un petit peu de tout. Donc, on fait du FIT, GIT, on fait des groupes, on fait MICE, on fait du luxe, on fait un petit peu aussi 3 étoiles, on fait un petit peu de tout. Et les plus grands partenaires qu'on a sur le marché francophone jusqu'à maintenant, c'est surtout Visiteur. Et on fait aussi beaucoup de ventes flash, mais c'est surtout des FIT qu'on fait. Et on fait les demandes toujours en français. On a l'équipe qui parle très bien français, mieux que moi. OK. Donc, une petite introduction pour le Vietnam. Donc, le Vietnam est ouvert, comme j'ai dit, depuis mars ou avril 2022, cette année. Peut-être Donc, après la pandémie, maintenant, il y a eu quelques changements si on le compare avec avant la pandémie. Donc, il y a un petit peu moins de vols maintenant comme avant la pandémie. Mais dans Vietnam, il n'y a pas de problème normalement. C'est surtout les problèmes si on veut combiner le Vietnam avec le Cambodge ou bien avec Laos. Là, il y a moins de vols. Mais domestique, pour les vols domestiques, il n'y a pas de problème normalement. Mais les prix sont plus élevés maintenant qu'avant. Donc, ça, c'est un petit peu le problème si les clients ils viennent de la France. Normalement, c'est environ 1200 € maintenant. Si on le compare avec avant, c'est peut-être 40% plus cher qu'avant. Donc, les gens, ils voyagent, ils ont moins de budget quand ils voyagent maintenant. Et puis, c'est plus les itinéraires classiques qu'ils font. Donc, ça, c'est un petit peu le trend qu'il y a maintenant. Donc, et le tourisme intérieur, domestique, c'est plus important maintenant pour les hôtels, pour les suppliers, pour les fournisseurs dans le marché, parce que c'est quand même 100 millions de Vietnamiens qui voyagent toujours. Aussi pour le Cambodge, le marché vietnamien est très important. Donc, c'est plus comme ça qu'il dépend trop du tourisme de l'Europe. Ils ont déjà beaucoup de touristes en Vietnam ici. Donc, ça, c'est aussi un petit peu un changement parce qu'avant, ils ont toujours été très dépendants du marché américain, européen et comme ça. Il y a moins de touristes chinois, donc la Chine est toujours encore fermée. Donc, ça peut être maintenant, dans le court terme, quelque chose de positif parce que, par exemple, dans le sud du Cambodge, il y a moins de touristes chinois parce que là, il y a eu toujours très beaucoup de Chinois et aussi en Vietnam, il y a quelques endroits, il y a eu beaucoup de touristes. Et puis, les Européens, ils veulent toujours voyager où il n'y a pas de touristes. Mais maintenant, les Chinois, donc il n'y a pas de Chinois, mais les hôtels et comme ça, ils essayent maintenant d'avoir le marché de l'Inde. Donc, il y a plus de vols de l'Inde et moins de vols de la Chine. Donc, comme j'ai dit, il y a moins de combinaisons Vietnam-Laos. Laos, c'est toujours encore, il y a beaucoup d'hôtels qui sont toujours encore fermés. Donc, c'est toujours encore très niche. Si on a des combinaisons, c'est toujours Vietnam avec Cambodge. Là, il y a quelques vols, tous les hôtels sont ouverts, donc là, il n'y a pas de problème. Seulement un petit peu moins de vols. Les prix des véhicules sont augmentés aussi, donc à cause de l'essence, mais aussi à cause du tourisme local. Les véhicules sont environ 50% plus chers. Et puis, donc, comme règle pour les touristes français, il n'y a pas de changement beaucoup. Et le seul changement, c'est qu'on doit avoir une assurance COVID, mais normalement, les gens, les touristes, ils l'ont, les clients de l'Europe. Donc, ça, c'est pas un problème non plus. Pour le visa, c'est toujours encore la même chose comme avant la pandémie. Donc, pour les clients de la France, on ne doit pas avoir de visa si on voyage moins de 15 jours.
La plupart des produits n'ont pas changé. Et puis pour les masques, donc officiellement, le gouvernement dit toujours encore qu'on doit porter des masques, mais dans le Vietnam, les touristes, ils ne portent pas de masque et puis il n'y a pas de problème comme ça. On doit seulement on doit porter les masques dans les vols, dans l'avion et puis à l'aéroport en Vietnam. Mais sinon, il y a quelques exceptions, peut-être. Par exemple, au bureau où moi je suis maintenant, si on passe la réception, on doit porter les masques. Mais sinon, ah non, même ici maintenant, ils ont arrêté, on ne doit plus porter les masques dans le bureau. Donc, ça pourrait avoir quelques exceptions, mais en général, on ne doit pas porter de masque. Donc, je reviens ici. Donc, pour le Vietnam, c'est un grand pays. Il y a 100 millions de personnes qui vivent ici. Donc, la capitale, c'est Hanoï, où on a le siège social. Moi, je suis dans le sud, à Saigon ou bien Ho Chi Minh City. Et oui, donc c'est un très long pays. Donc, il y a beaucoup de plages. Et puis, il y a aussi beaucoup de changements du climat. Donc, dans le nord, maintenant, c'est toujours encore un petit peu chaud, mais c'est moins chaud dans le nord que dans le sud. Donc, il y a aussi des différences de climat. Et oui, ça montre aussi que le Vietnam il a beaucoup de différentes choses à faire en Vietnam parce que c'est un grand pays. Donc, il y a les montagnes dans le nord, il y a le delta du Mekong dans le sud, il y a beaucoup de différents groupes ethniques, comme on va voir. Donc, c'est quand même très diversifié. Comme touristes, les touristes, ils ne viennent pas en Vietnam seulement pour la plage normalement. Comme par exemple, en Thaïlande, il y a plus de clients qui vont 2 semaines à la plage. Mais au Vietnam, normalement, les réceptifs sont très importants parce que on doit organiser beaucoup de choses dans l'itinéraire. Il n'y a pas seulement la plage, il y a des excursions dans les villes, il y a des petites choses authentiques qui sont difficiles à faire si les clients ils viennent seuls en Vietnam. Donc, les agences en France sont aussi très importantes pour les aider. Oui. Donc, on commence avec la nature en Vietnam. Donc, comme j'ai dit, dans le nord, il y a les montagnes. Il y a, donc, là, c'est en anglais, donc le Northeast. Là, il y a beaucoup de montagnes. Après, dans le Red River Delta, il y a la baie d'Along, mais il y a aussi Ninh Binh, on va voir après. Il y a la capitale aussi, dans le nord, Hanoï. Et puis après, dans le donc, North Central Coast, ça fait part encore du nord, mais après dans le centre, il y a Hoi An, Hue, Da Nang, et puis beaucoup de plages. Comme vous voyez, c'est un pays très long. Dans le sud, il y a le delta du Mekong et aussi en violet, il y a Saigon, où moi j'habite depuis 6 ans. Donc, j'ai beaucoup d'images, donc c'est un petit peu beaucoup d'informations, mais aujourd'hui, c'est surtout pour montrer les différentes natures dans les différents endroits de Vietnam. Donc, à cause de ça, je pense que les images ils sont très importantes. Et puis, je montre aussi toujours où il y a les endroits sur la carte. Donc, la baie d'Along, et la baie de Lan Ha, c'est dans le même endroit. Donc, c'est dans l'est de Hanoï, environ 3 heures de Hanoï. Donc, normalement, on part de Hanoï le matin à 8 heures, et puis après, on arrive à la baie d'Along à environ 11 heures sur le bateau, et puis après, on peut faire 1 nuit, ou bien 2 nuits, ou bien même 3 nuits dans la baie d'Along. Donc, là, il y a beaucoup de bateaux. C'est peut-être un petit peu trop touristique pour beaucoup de clients, mais c'est quand même un endroit très, très spécial et unique. Donc, à cause de ça, c'est quand même quelque chose que normalement, on inclut toujours dans les itinéraires. Mais la baie de Lan Ha, c'est moins touristique. Donc, un moment. Donc, pour les Européens, je dirais que la baie de Lan Ha, c'est un petit peu mieux parce qu'on voit moins d'autres croisières sur le chemin.
Mais quand même, si on va à la baie de Lanha, normalement, on passe, on va aussi dans la baie d'Alang. Donc, on voit aussi la baie d'Alang et puis tous les croisières. Mais après, on passe plus de temps dans quelque part où il y a moins de touristes. Donc, ces îles, il y a 1600 îles dans la baie d'Alang. Après, il y a Ninh ça c'est un petit peu plus dans le sud de la baie d'Alang, mais c'est terrestre. Donc, on dit c'est comme la baie d'Alang terrestre. Parce que il y a comme des îles aussi ici, mais il n'y a pas de... C'est pas la mer, il y a des rizières comment, environ des îles. Donc, Ninh Bình, c'est ici dans le sud de Hanoï, environ 2-3 heures de Hanoï. Après, il y a Mai Chau. Donc, normalement, on peut faire Ninh Bình, on peut passer une nuit à Ninh Bình, par exemple, et puis après la deuxième nuit, on peut passer à Mai Chau. Donc, on peut faire 3 jours, 2 nuits de Hanoï, et puis on retourne à Hanoï après, et puis après, on peut aller à la baie d'Alang. Donc, on peut quand même passer plus qu'une semaine dans le nord seulement. Donc, Mai Chau, c'est très connu pour les groupes ethniques, pour les minorités. Il y a beaucoup de différents groupes ethniques à Mai Chau. Donc, à Mai Chau, ce n'est pas seulement la nature, c'est aussi beaucoup la culture des groupes ethniques. Et il y a aussi beaucoup de homestays, il y a des lodges qui sont très, très intéressants pour les Français. Donc, vous voyez dans l'est, il y a Haiphong, où il y a la baie d'Alang. Après, excusez-moi. Et dans le sud, il y a Ninh Bình. Et puis après, à gauche, il y a encore Mai Chau. Pulong, ça c'est plus niche. Là, il y a seulement peut-être 2 lodges qui sont intéressants, qui sont 3 étoiles. Donc, il y a moins d'infrastructures à Pulong qu'à Mai Chau. Mais il a la nature très spéciale parce qu'il y a les rizières. Il y a plus de rizières ici comme ça. Donc, vous voyez, c'est très différent que Mai Chau. Il y a plus de montagnes. Il y a aussi beaucoup de groupes ethniques ici. C'est très joli, mais ça prend environ 3 heures ici jusqu'à Mai Chau. Donc, vous voyez, c'est environ près de Mai Chau, mais il y a beaucoup de montagnes, donc ça dure. Après, maintenant, on va dans le nord de Hanoï. Dans le nord de Hanoï, il y a encore plus de montagnes. Donc, ça, c'est la montagne de Phan Xipang. C'est la plus grande montagne dans l'Asie du Sud-Est. C'est 3100 mètres au-dessus de la mer. Et puis à Sapa, c'est long. Ah, maintenant, j'ai un problème avec le... Donc, pour aller à Sapa, normalement, on prend le train de Hanoï. C'est un train de nuit qui prend 7 heures de Hanoï jusqu'à Lào Cai. Et puis après de Lào Cai, on prend la voiture pour 1 heure jusqu'à Sapa. Donc, Sapa, c'est la ville. Donc, si on dit Sapa, c'est Sapa Town, la ville de Sapa. Mais après, les excursions sont autour de Sapa. C'est pas à Sapa. Parce que Sapa, c'est connu pour les montagnes. Donc, vous voyez, Hanoï, c'est quand même très loin. Si on prend la voiture, ça peut prendre 6 heures. Donc, c'est mieux de prendre le train. Normalement, c'est une expérience plus spéciale. Après, il y a encore des différents endroits que je vais maintenant, qui sont... On doit prendre plus de voitures si on veut les voir, mais c'est quand même
des endroits très spéciaux et il y a beaucoup de lodges dans ces endroits-là. Je n'ai pas de temps d'aller dans tous les endroits, mais je les montre quand même maintenant. Donc, c'est à Mukang Chai, on peut passer 2 nuits et puis faire des trekking. On peut voir beaucoup de groupes ethniques. Et puis, c'est environ 5 heures de Hanoï. Donc, si on veut aller à Mukang Chai, on doit aller à Sapa d'abord avec le train, et puis après de Sapa jusqu'à Mukang Chai, et puis après, après on peut retourner à Hanoï avec la voiture. Après, il y a encore Hayang, ou bien Hazang. Ça, c'est tout dans le nord, c'est presque au Chine du Vietnam. Si on veut aller à Hayang, on doit aller aussi d'abord à Sapa, et puis après, on va à Hayang. Et puis après, on peut aller jusqu'à Cao Bang, où il y a des chutes. Les chutes de Ban Yop. Donc ça, c'est aussi presque au Chine. Après, dans le centre du Vietnam, pour les touristes, il y a moins de endroits de nature que je peux présenter, parce que c'est plus pour les plages surtout. Mais quand même, il y a aussi les hot springs, je ne sais pas comment on dit en français, comme les thermes naturels. Ça, c'est environ 1 heure de Hue. Et puis après, à Hue, il y a aussi le parc national de Bac Ma. Excusez-moi, je parle trop. Est-ce que, Olivier, tu veux t'arrêter une petite minute pour boire un verre d'eau ou autre, ou ça va? Ok, peut-être je prends encore plus d'eau. Et puis s'il y a Allez, des questions, vous pouvez déjà et ça me marche. demander. Un moment. Il n'y a pas de souci, c'est normal, à force de parler. Est-ce qu'en attendant, quelqu'un a une question ou tout est clair pour le moment avec la présentation d'Olivier? En tout cas, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est très clair et tu as un bon rythme, donc c'est parfait. Parfait. Héloïse dit que c'est clair aussi. Et que les photos sont magnifiques, je suis bien d'accord. Ça donne envie de partir. Okay. Quand tu veux, du coup, Olivier, si ça va mieux, tu peux reprendre la parole quand tu veux. Ok. Donc, les termes de Tantan, ils sont chez un hôtel 5 étoiles que je peux montrer après. Ça appartient à l'hôtel de Fusion. Et puis là, il y a un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Donc, pour le bien-être, c'est un endroit très, très bien. Donc, c'est près de Hue, ces 2 endroits. Après, il y a encore Phomia, les grottes de Phomia. Ce sont les plus grandes grottes du monde. Et puis, c'est un endroit où les clients ne vont pas souvent, mais c'est pour moi la nature la plus impressionnante du Vietnam, parce que ce sont les plus grandes grottes du monde. Et puis ça, c'est l'image ici, c'est seulement une des grottes. Ça, c'est une autre image que moi j'ai. Donc, ça, c'est moi dans une autre grotte. Donc, ici, c'est 200 mètres de haute. C'est pas la plus grande grotte, mais c'est quand même déjà 200 mètres. Pour aller à Phomia, c'est le mieux de prendre peut-être 2 nuits pour faire du trekking, mais ça, on doit être un petit peu sportif pour le faire. Et puis ça, c'est aussi dans le centre de Vietnam, près de Hue. Environ 3-4 heures de Hue. Donc ici, plus dans le nord de Hue. Après, dans le sud du Vietnam, il y a surtout le delta du Mekong pour la nature. Il y a moins de nature ou bien nature impressionnante dans le sud du Vietnam que dans le nord, ou bien dans le centre. Mais il y a le delta du Mekong qui est très spécial pour la culture. Il y a beaucoup de l'eau, beaucoup de rivières.
Et aussi, c'est plus chaud dans le sud. Le sud, on peut voyager toute l'année, mais dans le nord, c'est un petit peu froid dans l'hiver. Donc, s'il y a des clients qui pensent qu'en Vietnam, c'est toujours chaud, c'est pas correct. Dans le nord, donc à Sapa, ça peut même avoir de la neige de temps en temps. Et puis après, pour les plages, donc il y a beaucoup de plages, comme j'ai dit, dans tout le pays, du nord jusqu'au sud. Mais les plages les plus connues et populaires, ce sont les plages de Phu Quoc. Ça, c'est une île où il y a beaucoup d'hôtels différents, de 3 étoiles jusqu'à 5 étoiles. Et puis après, Con Dao, c'est plus niche. Les deux îles sont dans le sud. Donc, on peut y voyager toute l'année. Mais dans le centre, où il y a par exemple Hoi An, il y a aussi des plages très jolies, mais ils sont un petit peu moins jolies. Mais à Hoi An, on peut toujours le combiner plus avec la culture et puis oui, des excursions. Mais à Con Dao et Phu Quoc, c'est seulement une île, donc ça c'est un petit peu moins intéressant. Mais sinon, oui, et puis dans le centre de Vietnam, on peut pas aller à la plage ou bien dans l'eau pendant l'hiver, c'est trop froid. Donc, le meilleur temps pour aller aux plages dans le centre du Vietnam, c'est d'octobre jusqu'à mai. Ah non, excusez-moi. Donc, c'est trop froid pendant l'hiver. Donc, entre mars et mai, c'est le meilleur temps pour le centre. Après, c'est un petit peu trop chaud pour quelques clients jusqu'en septembre. Mais après septembre, c'est le temps de la pluie. Donc, septembre et octobre, il y a trop de pluie, normalement. Et puis après novembre, décembre, janvier, c'est trop froid. Donc maintenant, je vais vite montrer quelques lodges et hébergements qui sont un petit peu différents. Donc, ce ne sont pas tous des lodges, mais comme ce sont des hôtels que je pense ils sont intéressants pour les Français. Donc, dans le nord, il y a la Topaz Eco Lodge. C'est le meilleur 5 étoiles au nord de Hanoï. C'est une lodge, donc c'est parfait pour les Français. Ils adorent les lodges. Il y a des autres 5 étoiles aussi dans le nord, mais ils ne sont pas des lodges. Donc, ça, c'est le seul 5 étoiles qui est une lodge donc, dans le nord. Après, donc d'abord, je montre les 5 étoiles, après, je montre les 4 étoiles et puis après les 3 étoiles. Donc, il y a encore un autre 5 étoiles au nord qui est dans le sud de Hanoï, c'est le Havana Retreat. Et puis cet hôtel, c'est super pour les couples, pour un hébergement romantique. Et puis l'hôtel était vraiment fait pour les clients de la France. Donc, si vous allez là-bas, normalement, il y a aussi des autres Français qui viennent. Mais le service est très adapté pour les clients de la France. Donc, c'est un très bon hôtel 5 étoiles pour vos clients. Et puis, l'hôtel est environ 300 €. Et puis, la Topaz Eco Lodge, c'est à 400 €. Après, il y a encore le Legacy Yên-Tơ. Ça, c'est entre Hanoï et puis la baie d'Along. Ça appartient à M-Gallery. Ici, c'est un petit peu un endroit spirituel. Par exemple, il n'y a pas de télévision dans les chambres. Donc ici, c'est très bien pour une nuit. C'est un endroit très spécial. On peut vraiment sentir quelque chose de spirituel ici. On peut aller aussi voir la montagne, mais normalement, on reste ici pour le bien-être et puis après, on peut aller à la baie d'Along. Après, pour les 4 étoiles, il y a Tam Cop Garden. Ça, c'est pas vraiment une lodge, c'est plus comme un boutique hôtel, c'est à Ninh Binh. Donc, comme je montrais, c'est 3 heures dans le sud de Hanoï. Donc, comme
la baie d'Along terrestre. Ici dans le sud de Hanoï. Après, il y a, comme j'ai dit, à Pulong, il y a peut-être 2 hôtels qui sont acceptables pour les touristes. Et le Pulong, c'est le meilleur hôtel qu'il y a à Pulong. Mais c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de touristes. Donc, il y a moins d'infrastructures, mais c'est quand même très impressionnant pour la nature. Après, la Mai Chau Eco Lodge, c'est le meilleur hôtel à Mai Chau. Dans le nord de Hanoï, il y a la Hoang Su Phi Lodge. Là, il y a beaucoup de clients français qui l'adorent aussi. Comme vous voyez, c'est comme vous êtes dans le centre de tous les groupes ethniques. Après, dans le centre, il y a un hôtel de Zanier. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Je ne sais pas peut-être qu'ils ont 20 hôtels maintenant dans tout le monde. En Vietnam, c'est le seul hôtel qu'ils ont. C'est 4. Donc, vous pouvez aller à Hoi An d'abord, et puis après de Hoi An, vous prenez le train qui est de Anantara, un train de Anantara qui va un petit peu dans le sud. Ça prend environ 5 heures avec le train. Donc, c'est un train de luxe. Et puis après, vous pouvez aller à cet hôtel-là. C'est près de Quy Nhon. Donc, ça, c'est pour la plage, un séjour de plage. Mais l'hôtel est fait comme... Il a beaucoup de maisons le style est comme des groupes ethniques. Donc, il y a beaucoup de... Ils le font très bien. C'est pas un hôtel 5 étoiles très moderne. C'est plus la culture ici aussi. Après, il y a aussi pour les clients de bien-être, au terme que j'ai montré avant. Ça, c'est l'hôtel où il y a les thermes. C'est Fusion. Ça, c'est près de Hue. Et puis, c'est entre Hue et les grottes, les grottes les plus grandes du monde. Après, si vous allez un petit peu plus dans le sud de Vietnam, entre le centre et le sud, il y a l'endroit de Tak Lak. Donc, on dit comment l'eau, c'est, vous voyez lowlands. Donc, c'est plus dans le centre sud central. Ici, il y a beaucoup de groupes ethniques aussi, et puis des maisons très spéciales. Vous allez voir après qu'est-ce que font les groupes ethniques un petit peu différents ici. C'est vraiment les maisons qui sont très spéciales ici, et puis là, le lac Tented Camp, c'est très spécial. Donc maintenant, je vais un petit peu plus vite. Ça, c'est le meilleur hôtel près de Saigon, qui est un petit peu différent, parce que tous les hôtels à Saigon sont très modernes. Donc, cet hôtel-là, c'est un petit peu différent que les autres, atypique, parce que c'est à la rivière, il y a beaucoup de bien-être ici aussi. C'est pas une lodge, mais un petit peu différent. Et puis après, dans le delta du Mekong, il y a beaucoup de différentes lodges aussi. Et puis cette lodge ici, c'est la meilleure lodge dans le delta du Mekong. Je sais, c'est un petit peu beaucoup d'informations. À cause de ça, je vais un petit peu plus vite maintenant. Je ne vais pas parler trop maintenant. Donc, en Vietnam, il y a 54 groupes ethniques. Donc, ça peut être des groupes ethniques de la Thaïlande qui sont venus au Vietnam. Il y a des groupes ethniques qui sont venus du Cambodge. Il y a des groupes ethniques qui ont beaucoup d'histoire depuis beaucoup de centaines d'années parce qu'il y a, vous savez que Vietnam, il y a toujours eu beaucoup de guerres pendant l'histoire. À cause de ça, il a aussi envoyé beaucoup de groupes ethniques ici. Donc ici, vous voyez tous les différents groupes ethniques qu'il y a en Vietnam, mais 85% des groupes ethniques en Vietnam, ils sont des Vietnamiens ou bien ils s'appellent aussi Kin. Et 15% sont des autres groupes ethniques.
Donc là, il y a presque dans tout le pays, il y a des différents groupes ethniques. Mais la majorité des groupes ethniques, des minorités, ils sont dans le nord, donc dans l'endroit bleu, dans le nord ici, les Mountain Tribes, et dans l'endroit violet, dans le Lowlands. Si les clients ils veulent apprendre plus sur les groupes, sur les minorités en Vietnam, ou bien un groupe ethnique en Vietnam, il y a un musée très intéressant à Hanoï. Toutes les images ici sont de ce musée-là, où il y a des différentes maisons que les groupes ethniques ils utilisent toujours encore maintenant au Vietnam. Donc, pour les tribus montagnardes dans le nord, vous pouvez voir maintenant quelques images des groupes ethniques. Je ne vais pas donner trop de détails, ceux qu'ils font un petit peu différents, mais tous les groupes ethniques, ils ont des différents différents de culture. Donc, c'est un petit peu trop si je présente 54 groupes ethniques. Ici, les tribus des plaines, ils sont dans l'endroit de Taklak, ou Buon Method, Pleiku, Kontum. Ce sont tous des endroits où c'est aussi très important, très intéressant pour des clients qui sont intéressés dans les groupes ethniques, dans les minorités en Vietnam. Donc, eux, ils sont très connus à cause des grandes maisons qui sont très, très hauts. Et puis, encore, il y a des Khmers dans le delta du Mekong, il y a des Khmers. Khmers, ça veut dire les gens qui viennent de l'empire des Khmers, qui est maintenant surtout en Cambodge. Et puis après, il y a les Cham. Avant, il y a 200 années, il y a eu le Cham Empire. Et puis maintenant, il y a toujours encore les groupes ethniques de Cham, surtout dans le centre du Vietnam. Donc ça, c'est un petit peu ma présentation d'aujourd'hui. Excusez-moi pour mon problème de... Oui. Mais sinon, si vous avez des questions, vous pouvez maintenant les demander. Eh ben, merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. C'était très clair. Du coup, vous pouvez écrire ou prendre la parole avec le micro sans problème. Et en général, si vous avez toujours des demandes, c'est important pour le Vietnam surtout d'être très clair de ce que les clients ils veulent, parce que le Vietnam a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc, pour un réceptif, c'est toujours très important de savoir si les clients ils veulent voir la nature, ils veulent faire du bien-être, voir la plage, et toutes ces informations sont toujours très importantes. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Léa, elle te demande si pour faire le nord, le centre et le sud, il faut avoir des vols intérieurs. Donc, si on veut faire tout, oui, donc toujours entre le nord et le centre, on doit avoir un vol. Entre le centre et le sud, on doit aussi avoir un vol. Donc, normalement, si on fait tout le pays, on a au moins deux vols. On peut faire tout avec le train aussi, mais avec des trains de nuit, c'est possible, mais c'est plus pour les clients de 3 étoiles. Donc, si il y a beaucoup de clients 3 étoiles qui font peut-être Hanoï à Hue, donc on combine le nord et le centre avec le train. Ça il y a beaucoup qui le font pour dépenser moins, pour sauver, pour payer moins. Les conforts des trains de nuit, ils sont donc entre Hanoï et Sapa, c'est comme un 3 étoiles. Il y a des trains privés. Mais entre Hanoï et Hue, ils sont des trains locaux. Donc, il y a aussi il y a des lits, mais il n'y a pas de service. Et puis, les toilettes peut-être sont moins jolies. Il y a du climat, la climatisation aussi. Mais c'est pas 3 étoiles. C'est moins de 3 étoiles.
Mais il y a un train de luxe entre Hoi An et Quy Nhon. Pour les 5 étoiles, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est le seul train de luxe en Vietnam. C'est un train de Anantara. Oui. Oui, donc ça c'est pour les trains. Il y a, on te pose la question aussi de la meilleure période pour le Vietnam. Je pense que c'est contre les mosquitos. Donc pour éviter les mosquitos, Ah oui, je ok. pense. Mais là, il n'y a pas de. Donc pour les mosquitos, il n'y a pas vraiment une période. Ça peut toujours avoir des mosquitos ou bien il n'y a pas de mosquitos. Mais c'est pas vraiment quelque chose, c'est pas vraiment un problème ici. On doit avoir quand même la vaccination. Mais sinon, quand moi je suis en Suisse, moi j'ai la même quantité de piqûres en Suisse comme en Vietnam. Donc ça dépend un petit peu où on est dans la nature. Si on est en dehors et puis on mange dehors dans la forêt, ça va avoir. Et puis il y a de la lumière, on va avoir des moustiques comme en France aussi si on le fait. Et ensuite, il y a une autre Région sur les question randonnées. sur les randonnées. La meilleure région pour les randonnées. Entre Sapa et Mai Chau. Donc, si je devrais choisir entre Sapa et Mai Chau, pour les randonnées, c'est mieux Sapa, la région de Sapa, ou tout partout dans le nord de Hanoï, c'est mieux pour les randonnées. Les régions de Mai Chau, Pulong et Ninh Binh dans le sud de Hanoï, c'est plus on peut le faire, normalement on le fait plus avec la voiture. On a des randonnées, mais normalement c'est pas des grandes randonnées de plus qu'1 heure normalement. Donc pour les randonnées, c'est plus dans le nord de Hanoï. Est-il possible de trouver un logement sur le bateau Benalang? Oui, donc normalement les logements sur les bateaux de la Benalang, c'est oui, c'est toujours des bateaux normalement. On peut aussi être sur une île. Là-bas, il y a une île qui s'appelle Cat Pa. Mais normalement, tous les gens, ils prennent 90%, 95% qui prennent des bateaux. Il y a des petits bateaux, il y a des plus grands bateaux qui ont peut-être 20 cabines. Les plus grands bateaux, ils ont 20 cabines. Il a des bateaux privés. Il a des 3 étoiles, 5 étoiles. Il y a de tout. Est-il possible? Merci, Encore Franca. Déjà, il y a eu pas mal de questions, c'est intéressant. Il nous reste Et un peu. sinon, il y a aussi ici mes informations pour si vous si vous êtes timide, vous pouvez toujours encore demander après. N'hésitez pas à recontacter Olivier par la suite. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, du coup, toi, Olivier, en attendant peut-être une autre question, quelque chose à rajouter ou Donc, comme je dis, comme agence en France, je pense que c'est toujours très important de donner toutes les informations pour nous et puis après, on peut toujours encore discuter plus sur les détails de chaque itinéraire. Mais oui, parce que moi, j'habite en Vietnam depuis 6 ans. Il y a toujours encore des endroits que je n'étais pas encore. Mais oui, donc c'est un pays où on n'a jamais vu tout. Donc ça dépend toujours de ce que les clients ils veulent. Budget moyen par personne pour 15 jours. Donc pour des 3 étoiles et puis toujours avoir des exclusions chaque jour, je dirais pour 15 jours, c'est peut-être 1 800 € par personne. Environ on peut aussi faire 1 500 € non, je dirais 1 500 € par personne si c'est 3 étoiles pour 15 jours. Et puis ça inclut aussi 2 vols domestiques. Donc le Vietnam, c'est moins cher que la Thaïlande.
C'est le même prix comme le Cambodge ou bien Laos, mais c'est moins cher que la Thaïlande. Je dirais 20-30% moins cher que la Thaïlande, en général. Merci pour ta question, Léa. Est-ce que il y a d'autres questions? Bon, bah, c'était très clair ton webinaire, Olivier. Il n'y a pas plus de questions que ça. Peut-être trop d'informations, mais Non, après, c'était très intéressant. Je pense que de toute façon, ils te recontacteront peut-être par mail si jamais, et puis vous c'est pouvez aussi pas. enregistré, donc vous pouvez toujours Voilà, exactement. encore regarder sur les voir les images et puis après, oui. Exactement. Le webinaire, il sera disponible en replay au plus vite. Et ben, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir conclure alors. Ok, parfait. Donc Merci. merci beaucoup à tous pour joindre le webinaire de moi. Et je reste toujours disponible si vous avez des questions. Donc maintenant au Vietnam, c'est 5 heures en avance. Donc maintenant c'est 4h50 l'après-midi. Donc normalement, oui, le matin, vous avez toujours les itinéraires si vous renvoyez les demandes l'après-midi. Parfait. Ta journée est bientôt finie à toi, Olivier, du coup. Oui, dans une heure. Allez, merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup à tous. Et Merci puis, à tous. on se revoit sûrement pour un autre webinaire. Je vais couper l'enregistrement et puis très bonne journée. Parfait. Bonne journée à tous. Au revoir.